Yannick Dahan, notre Claudette est là aussi. Séance blockbuster ce soir, blockbuster bonheur avec John Carter. Plus que blockbuster. John Carter, c'est le truc qui arrive une fois tous les 10 ans. C'est comme il y a Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Avatar. Tu vas loin là. John Carter. Mais il est comme ça. Non, mais c'est Votre démonstration pour plein de tout raisons. à l'heure. D'accord, Plein de raisons. très bien. Alors, il s'intéresse à Clo-Clo, il s'intéresse aussi à John Carter. Place à la chronique de Yannick Dahan. J'ai du taf. Parce que 3 heures suffirait pas pour que je cause de John Carter. Donc, film monumental à plus d'un titre. Alors, qu'est-ce que c'est John Carter déjà ? Déjà, c'est le premier film live d'Andrew Stanton, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le réalisateur de Wall-E et du Monde de Nemo chez Pixar. Donc, un réalisateur qui a déjà été oscarisé, si je ne m'abuse, et qui est un réal absolument monumental. Déjà, première chose. Qu'est-ce que c'est John Carter? En réalité, c'est La Princesse de Mars. C'est un des romans du cycle de Mars écrit par Edgar Rice Burroughs, qui n'est pas n'importe qui, c'est le créateur de Tarzan, et qui est un roman qui avait commencé en 1912, je crois, et qui est quelque part fondateur de tous les plus grands récits héroïques de ce siècle-là. C'est-à-dire que j'anticipe quelque peu des réactions que des incultes auront sur le film, qui sera de dire... Oh, mais ça ressemble à Star Wars, ça ressemble à ça, ça ressemble à tel truc. Comme ça. Non, mais forcément, ça ressemble, puisque toutes ces grandes sagas qu'on a vues depuis 50 ans se sont inspirées du récit de Burroughs, qui est une épopée à la fois héroïque et romanesque. Pourquoi énorme? Parce que c'est un des plus gros budgets de Disney, plus de 200 millions de dollars, que ça cherche à s'imposer comme une gigantesque saga façon Le Seigneur des Anneaux, façon Star Wars, façon Avatar, où déjà Andrew Stanton avait l'intention d'en faire une trilogie. Et autre chose importante, mais dans un mauvais sens, malheureusement, c'est que Disney n'y comprend rien, que la nouvelle équipe dirigeante de Disney est en train de pourrir la promotion du film, si bien que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est John Carter, n'y comprennent rien. Les affiches ne traduisent pas le film, la bande-annonce ne traduit pas le film, personne ne sait de quoi ça parle, on se dit c'est un truc débile pour les ados avec des monstres et un crétin qui se bat contre eux, alors que c'est 1000 fois plus riche que ça. Donc on va regarder les bandes-annonces pourries de John Carter et on dira pourquoi c'est bien derrière. Our world is dying. Fate has brought you here, John Carter. You may be the only one who can save us. When I saw you, I believed it was a sign that something new can come into this world. Alors Richard, ils ont fait un petit effort parce que j'avais pas vu celle-là, elle est quand même moins pitoyable que les précédentes parce qu'ils l'avaient vendue comme une espèce de truc où on avait un type dans une arène qui se battait contre des monstres, ça faisait à mort l'attaque des clones de Lucas, alors qu'il faut bien voir que le film qui dure 2h20 débute pendant 30 minutes avec un montage génialissime dans le New York de la fin du 19e siècle. Avec une idée absolument géniale, c'est qu'en plus Andrew Stanton place le personnage d'Edgar Rice Burroughs dans son récit et donc crée une espèce de mise en abîme par rapport à cet univers-là. John Carter, je ne vais pas m'éterniser, mais ça débute dans le New York du 19e siècle avec un type qui a un lourd passé, qui est traumatisé et qui va être, pour une raison spécifique, transposé sur Mars, où on imagine que dans le Mars qui s'appelle Barsoom, plusieurs peuplades vivent, il va se retrouver... Alors, figure typique du héros réticent au milieu d'une guerre qui n'est pas la sienne et où tout le monde va essayer de s'approprier sa capacité parce que ce type densité oblige. Quand ce terrien arrive sur Mars, eh ben, il a un pouvoir que n'ont pas les autres, c'est qu'il est capable de faire des bonds de 50 mètres dans le ciel et tout le monde se dit « Waouh, il est génial ce type, il faut qu'on se le récupère ». Et il va se retrouver au milieu d'une espèce de guerre entre plein de races et évidemment essayer de prôner la liberté et pour lui-même de se trouver une cause alors qu'il n'en avait plus. Thématique ultra classique qu'on a vu dans plein de grandes épopées, mais que Stanton arrive à nous faire pénétrer avec une force qui est hallucinante. C'est-à-dire que c'est rare les films univers dans lesquels on offre suffisamment de portes d'entrée pour que le spectateur lambda qui ne connaît pas cet univers l'accepte, le trouve crédible, y croit en permanence.
À ce titre, la première heure et quart du film est un modèle du genre. Et on voit l'école Pixar là-dedans, qui est une façon d'amener par l'image, pas par les dialogues, par le montage, par l'intelligence de la mise en scène, nous faire petit à petit croire à ça. La première rencontre avec un extraterrestre dans le film est exceptionnelle. C'est du pur Pixar, où le bonhomme arrive, il rencontre Willem Dafoe, qui est joué en performance capture, et qui joue une espèce de créature. Et il prend son temps. On n'est pas dans un blockbuster dont le but est d'aligner les séquences d'action toutes les 10 minutes. Il n'y a pas de scène d'action avant 1 heure de film. Il est sur ses personnages, il travaille les traumas de ses personnages, il lit la complexité de son histoire, il expose chacun des membres de ce monde en les crédibilisant. Moi, c'est la première fois où je vois une race d'extraterrestres, où tu as 5-6 extraterrestres qui ont tous la même gueule pas possible, mais qui sont identifiés par des rapports entre eux, des rapports père-fils, des rapports de chef à personnages soumis. Et on ne les regarde plus comme des extraterrestres, on les regarde comme des vrais personnages. Ça, c'est exceptionnel. C'est de l'heroic fantasy, c'est du space opera, c'est filmé magnifiquement et c'est surtout l'histoire et les personnages qui priment. Il a créé un monde incroyable et que si Disney arrivait à intelligemment le vendre, on aurait peut-être la chance d'avoir une saga qui serait aussi importante que celle de Star Wars, que celle du Seigneur des Anneaux. C'est un chef-d'œuvre, faut aller le voir. Et on en reparlera avec Thierry Chaise demain lors du mercredi. On passe maintenant au box-office les chiffres de la scène en France et aux États-Unis. C'est avec David Caillon et Les Infidèles qui marchent très bien. Il m'a épuisé, Yannick, je suis mort. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Vous nous en avez longuement parlé, très bien parlé hier, Yann, de John Carter. On a envie du coup de savoir ce qu'on a pensé Thierry Chaise. Parce que moi j'étais bercé entre ce que nous avait dit bien avant Yannick, cet enthousiasme, et les affiches que je voyais et qui me faisaient extrêmement peur. Moi je trouvais ça absolument génial. Je me suis fait vraiment avoir par le film, embarqué. La présentation des... Moi c'est un univers, a priori à chaque fois je m'y perds déjà les noms. Je trouve ça toujours grotesque, il me faut toujours une... Là, il y a quelque chose qui est extrêmement ambitieux et extrêmement simple et limpide. Le spectateur n'est jamais perdu. Donc on entre dedans. On rentre dedans. Super bien fait. Dans tout. En plus, voilà, on joue la Terre au 19e siècle et Mars. Donc tout est compliqué. Et lorsque ça doit être spectaculaire, mais alors ça l'est. Franchement, l'utilisation de la musique est brillantissime parce qu'on n'est pas dans justement... on ne surligne pas ce qui se passe. Moi, si j'avais juste un bémol à donner, c'est sur le jeu des acteurs. Qui moi m'a pas du tout impressionné, m'a même gêné, surtout au départ. Le héros et celle qui joue l'héroïne, qui fait penser à Xena, princesse guerrière, donc voilà. J'adore. Mais pour le reste... Oui, mais pour d'autres raisons que cinéphile. Tous ceux qui croient que... Non, mais tous ceux qui pensent, voilà, c'est une sorte de Prince of Persia, c'est incroyablement ambitieux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi, comme vous, le Seigneur des Anneaux et tout ça, je m'y perds. Mais moi, je préfère ça au Seigneur des Anneaux, mais amplement. Et donc là, c'est bon pour nous aussi, quoi. Oui, et on a envie de voir une suite. Pour aller un peu plus dans des petites réserves comme ça, j'intime les geeks qui vont aller voir ce truc-là de pas s'exciter, parce que ça, si micro-défaut, moi, je devrais y mettre, c'est plus une problématique de trop de générosité. C'est-à-dire, c'est comme la communauté de l'anneau. Quand on voit la communauté de l'anneau au cinéma et puis qu'on voit la version longue derrière, on a compris que le film était fait pour la version longue. Et du coup, la première fois, ça fait très boum boum boum, très rapide. Là, sur la fin du film, on sent qu'il a tellement voulu peaufiner le fait que le spectateur doit bien rentrer dans l'univers que la dernière demi-heure, on sent que ça a été un peu cuté. Puis deuxième chose, bon, après j'entends moi les critiques sur les acteurs, il n'y a pas de souci, ça c'est chacun sa sensibilité. Mais moi je trouve que Taylor Kitsch, moi qui aime pas les têtards de 22 ans qu'on met en héros et qui sont en général insupportables, ce mec, je ne le questionne jamais. J'ai trouvé que c'était John Carter dès le début. Et quand dans l'arène, alors qu'on est dans un film pour les gosses, c'est-à-dire il n'y a pas de sang, c'est du sang bleu qu'ils ont extraterrestre. Mais quand il s'extirpe d'un monstre et qu'il lui fait un travelling avant sur le dos et qu'il se retourne comme ça, putain, j'avais l'impression de voir Schwarzenegger dans Conan. J'avais pas vu ça depuis 20 ans. Référence absolue. Oui, pour moi c'est Et là, moi, ça faisait 20 ans que j'avais pas vu un personnage héroïque aussi jouissif à l'écran, quoi. Et donc c'est vraiment pour tout le monde, pour les ados aussi. Il n'y a pas de. Non, mais c'est pour tout le monde. C'est avant toute chose une très belle histoire, très bien racontée. Très bien. Et ça suffit. Allez, on passe à